Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui, je vous l'annonce d'emblée, ne va pas vous laisser indifférent. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter ou simplement de quoi vous accrocher à votre siège. Parce qu'on va plonger ensemble dans les méandres de l'un des endroits les plus opaques, les plus mystérieux et, disons-le franchement, les plus terrifiants de notre planète. On parle souvent de la Corée du Nord comme du royaume ermite, une sorte de trou noir géographique et informationnel où le temps semble s'être arrêté, ou plutôt où il semble s'être tordu pour devenir une dystopie bien réelle. Mais au-delà des images de défilés militaires millimétrés et des sourires de façade qu'on nous sert dans la propagande officielle, il existe une réalité bien plus sombre, une réalité qui se murmure dans l'ombre et qui nous parvient grâce au courage de ceux qui ont réussi à s'enfuir. Aujourd'hui, j'ai voulu aller plus loin. J'ai voulu gratter cette surface glacée pour vous livrer une analyse profonde sur ce qui se passe réellement derrière ce rideau de fer. On va explorer des faits qui font froid dans le dos, des mécanismes de contrôle qui dépassent l'entendement et des histoires humaines qui sont à la fois tragiques et révoltantes. Ce n'est pas juste une liste de faits divers, c'est une plongée dans la psyché d'un régime qui a fait de la peur son moteur principal. Alors, si vous êtes prêts à voir ce que le monde essaie parfois d'ignorer, on commence maintenant. Pour bien comprendre la Corée du Nord, il faut d'abord réaliser que le pouvoir de la dynastie Kim ne s'arrête pas aux frontières du pays. On a tendance à croire que si l'on arrive à franchir la zone démilitarisée ou la rivière Yalu, on est sauvé, qu'on est hors de portée. Mais l'histoire nous a prouvé, de la manière la plus brutale qui soit, que le régime a le bras très long et surtout très impitoyable. C'est ce qu'on appelle la projection de la terreur à l'international. L'exemple qui a probablement le plus marqué les esprits ces dernières années, c'est ce qui s'est passé en 2017. Imaginez la scène. Un aéroport international, celui de Kuala Lumpur, grouillant de monde, de voyageurs pressés, de touristes. Au milieu de cette foule, il y a un homme, Kim Jong-nam. C'est le demi-frère du leader actuel, Kim Jong-un. À l'époque, il vit en exil, il est un peu le mouton noir de la famille, celui qui a osé critiquer le système. En quelques secondes, sa vie bascule. Deux femmes s'approchent de lui, l'une lui plaque un linge sur le visage, l'autre l'asperge de quelque chose. Quelques minutes plus tard, il s'effondre. Ce qu'on a découvert par la suite est digne d'un film d'espionnage de la guerre froide, sauf que c'était bien réel. Le produit utilisé était du VX, un agent neurotoxique tellement puissant qu'une simple goutte sur la peau suffit à paralyser le système nerveux et à provoquer la mort par asphyxie en un temps record. C'est une arme chimique classée comme arme de destruction massive. Le plus cynique dans cette histoire, c'est la défense de ces deux femmes. Elles ont affirmé, et c'est ce que l'enquête a semblé confirmer, qu'elles pensaient participer à une caméra cachée pour une émission de télé. On leur avait dit de faire une farce à un passager. Le régime nord-coréen a utilisé l'innocence, ou la naïveté, de deux étrangères pour commettre un assassinat politique de haut vol en plein jour. Ça montre à quel point ils sont capables de planification froide et de manipulation pour éliminer toute menace potentielle, même symbolique. Et c'était pas un cas isolé. Remontons un peu plus loin, en 2010, il y avait cet homme, Hwang Jang-hyop. Ce n'était pas n'importe qui. Il était l'architecte de l'idéologie juche, le pilier philosophique du régime. Quand il a fait défection au Sud en 1997, c'était le plus haut dignitaire à avoir jamais tourné le dos à Pyongyang. Pour le régime, c'était une trahison suprême, une insulte qu'il fallait laver dans le sang. Pendant des années, il a vécu sous une protection policière ultra serrée en Corée du Sud. En 2010, deux agents nord-coréens déguisés en transfuges ont été arrêtés alors qu'ils avaient pour mission de l'assassiner. Ils s'étaient infiltrés, avaient patiemment attendu leur heure, prêts à frapper au cœur de Séoul. Cela nous montre que pour la Corée du Nord, le temps ne compte pas. La vengeance est un plat qui se mange très froid et personne, absolument personne n'est à l'abri. Les agents de Pyongyang ne sont pas des amateurs. Ils sont formés pendant des années, parlent plusieurs langues, maîtrisent les techniques d'infiltration les plus sophistiquées, se faisant passer pour des diplomates, des hommes d'affaires ou des humanitaires. Ils utilisent des identités volées, des passeports de pays tiers, et ils opèrent dans une zone grise où la diplomatie rencontre le crime organisé. Quand on y pense, c'est terrifiant de se dire qu'un État souverain consacre autant de ressources, non pas au bien, être de son peuple, mais à la traque méthodique de ses opposants à l'autre bout du monde. Mais si la terreur est un outil de politique étrangère, c'est à l'intérieur de ses propres frontières que le régime l'exerce avec une cruauté systémique. Et l'arme la plus insidieuse, la plus dévastatrice qu'ils utilisent, c'est pas le VX ou les missiles nucléaires, c'est tout simplement la faim. En Corée du Nord, manger n'est pas un droit,
c'est une récompense, ou, plus souvent, un moyen de chantage. On ne peut pas parler de ce pays sans évoquer la tragédie des années 1990, cette période que le régime appelle pudiquement la marche ardue, une famine sans précédent qui a ravagé le pays. Officiellement, on parle de quelques centaines de milliers de morts, mais les experts et les organisations internationales estiment que le bilan réel se compte en millions. Imaginez un pays entier où les gens en sont réduits à manger de l'herbe, des écorces d'arbres ou à fouiller les excréments d'animaux pour y trouver quelques grains de maïs non digérés. Et pendant que la population s'éteignait dans l'indifférence la plus totale, que faisait le gouvernement? Il continuait de financer son programme nucléaire, il continuait d'édifier des statues géantes à la gloire des leaders, et il organisait des banquets somptueux pour l'élite de Pyongyang. La famine n'était pas seulement une catastrophe naturelle due à de mauvaises récoltes ou à des inondations, c'était une famine politique. Le régime a délibérément choisi de laisser mourir sa population plutôt que d'ouvrir ses frontières ou de renoncer à ses ambitions militaires. Aujourd'hui, même si les scènes de famine généralisée sont moins visibles, l'insécurité alimentaire reste une arme de discipline massive. Le système de distribution publique est défaillant, et pour beaucoup de Nord-Coréens, obtenir de quoi faire 2 repas par jour est un combat quotidien. Si vous êtes un prisonnier dans l'un des nombreux camps de travail du pays, la nourriture devient votre seule obsession. On raconte des histoires atroces de détenus qui se battent pour une poignée de grains de riz tombés dans la boue, on utilise la privation comme punition. Vous avez mal travaillé aujourd'hui? Pas de soupe de maïs ce soir. C'est un moyen de briser l'esprit, de réduire l'être humain à son instinct le plus primaire, celui de la survie, pour qu'il n'ait plus l'énergie ni la volonté de se rebeller ou même de penser. Quand votre estomac hurle de douleur 24 heures sur 24, la liberté devient un concept très abstrait, presque sans importance face à un bol de bouillie. C'est là toute la perversité du système, transformer le besoin biologique fondamental en un outil de soumission politique. Et cette volonté de contrôle total s'étend jusqu'à l'âme, jusqu'au goût personnel, jusqu'à ce que les gens écoutent ou regardent dans l'intimité de leur foyer. Pour nous, écouter une chanson de K-pop sur Spotify ou regarder un épisode de série sud-coréenne sur Netflix, c'est d'une banalité absolue. En Corée du Nord, c'est un acte de résistance qui peut vous coûter la vie. Pourquoi? Parce que le régime a compris que la culture est un virus. Si les Nord-Coréens voient comment vivent leurs cousins du Sud, s'ils voient la richesse, la liberté, la couleur, la modernité de Séoul, le contraste avec leur réalité grise et oppressive devient insupportable. La propagande d'État martèle depuis des décennies que la Corée du Sud est un enfer peuplé de mendiants sous la botte de l'impérialisme américain. Une simple clé USB contenant une comédie romantique sud-coréenne fait exploser ce mensonge en 1000 morceaux. C'est pour ça que la répression est si féroce. On ne parle pas d'une petite amende. On parle de tribunaux populaires, de confessions forcées devant tout un village et de déportations immédiates dans des camps de rééducation par le travail. Des témoignages de transfuges racontent des scènes de jeunes de 16 ou 17 ans arrêtés parce qu'ils avaient copié des fichiers de musique et qui sont envoyés casser des pierres pendant 10 ans. Le régime appelle cela l'empoisonnement idéologique et culturel. Ils craignent par-dessus tout que la jeunesse ne commence à rêver d'ailleurs. Et le châtiment ne s'arrête pas à l'individu. En Corée du Nord, il existe une règle non écrite mais implacable, la responsabilité collective. Si vous commettez un crime idéologique, c'est toute votre famille qui est punie. Vos parents, vos frères et sœurs, parfois même vos grands-parents peuvent être déclassés socialement ou envoyés avec vous en détention. C'est une manière extrêmement efficace de s'assurer que personne ne bouge, car personne ne veut être responsable de la destruction de ses proches. C'est une chape de plomb qui pèse sur chaque foyer, transformant chaque membre de la famille en un gardien potentiel de l'ordre établi par peur des conséquences. Parlons maintenant de l'aspect le plus sombre, celui qui dépasse les limites de ce qu'on peut imaginer en termes d'inhumanité. Il y a des récits documentés par des commissions d'enquête de l'ONU et des témoignages recoupés qui font état de méthodes d'exécution d'une cruauté médiévale. On a entendu parler de prisonniers politiques livrés à des chiens affamés. Je sais, ça semble sortir d'un scénario de film d'horreur ou d'une légende urbaine, mais pour ceux qui l'ont vécu ou vu, c'est une réalité traumatisante. L'idée derrière ces actes n'est pas seulement de tuer, c'est d'humilier totalement la victime, de lui enlever son statut d'être humain avant de l'éliminer. C'est une mise en scène de la terreur destinée à ceux qui restent. On force les autres détenus à regarder, à ne pas détourner les yeux. C'est un message clair. Voilà ce qui arrive à ceux qui osent défier l'autorité du guide suprême. Cette déshumanisation est la clé de voûte du système carcéral nord-coréen. Dans les camps, on n'est plus un nom, on est un numéro. On n'est plus un citoyen, on est une unité de travail que l'on peut briser et jeter une fois qu'elle n'est plus utile. Et que dire de ceux qui essayent de fuir cet enfer ?
Traverser la frontière vers la Chine est un saut dans l'inconnu d'une dangerosité extrême. Les gardes frontières ont l'ordre de tirer pour tuer. Mais même si vous passez, vous n'êtes pas sauvé. La Chine, alliée de Pyongyang, ne reconnaît pas les Nord-Coréens comme des réfugiés, mais comme des migrants économiques illégaux. S'ils sont capturés, ils sont renvoyés de force. Et là, c'est le début d'un nouveau calvaire. Le retour est synonyme de torture systématique. Les agents de sécurité veulent savoir qui les a aidés, s'ils ont été en contact avec des missionnaires chrétiens ou des agents sud-coréens. Les femmes, qui représentent la majorité des transfuges, subissent souvent des violences sexuelles atroces ou sont vendues comme épouses de force en Chine avant d'être rapatriées. Une fois de retour au pays, elles sont marquées au fer rouge, considérées comme des traîtresses à la patrie. La peur de ce retour est telle que beaucoup de fugitifs portent sur eux une capsule de cyanure, préférant se donner la mort plutôt que de retomber entre les mains de la police politique. La liberté de mouvement, quelque chose que nous considérons comme un droit fondamental, est un luxe inconnu pour le Nord-Coréen moyen. Vous ne pouvez pas décider, sur un coup de tête, d'aller rendre visite à un cousin dans la ville d'à côté. Pour sortir de son district, il faut un permis de voyage officiel, une paperasse administrative interminable justifiée par le travail ou une raison familiale impérieuse. Ces permis sont distribués au compte-gouttes et sont souvent l'objet d'une corruption généralisée. Si vous n'avez pas de relation ou d'argent pour graisser la patte d'un fonctionnaire, vous restez là où l'État vous a assigné. Ce contrôle géographique permet de s'assurer qu'aucune contestation ne peut s'organiser à l'échelle nationale. Les gens vivent dans des bulles isolées, sans savoir ce qui se passe réellement dans la province voisine. C'est un quadrillage parfait du territoire. Et puis, il y a cette règle terrifiante que j'évoquais tout à l'heure, mais sur laquelle il faut s'attarder, la punition sur 3 générations. C'est un concept qui a été instauré par Kim Il-sung, le fondateur du pays. L'idée est simple et monstrueuse. Le germe de la trahison doit être éradiqué jusqu'à la racine. Si une personne est condamnée pour un crime politique grave, ses parents et ses enfants subissent le même sort. Cela signifie que des enfants naissent dans des camps de travail, grandissent dans des camps de travail et meurent dans des camps de travail sans jamais avoir su quel était le crime de leur grand-père. Ils paient pour une faute qu'ils n'ont pas commise, dans un cycle de souffrance perpétuelle. Imaginez un enfant de 10 ans qui n'a jamais vu l'extérieur d'un barbelé, dont l'horizon se limite à une mine de charbon et dont la seule éducation est la peur du garde. C'est une négation totale de l'individualité et de la justice. Pour maintenir cette pression, le régime a recours aux exécutions publiques. Ce n'est pas quelque chose qui appartient au passé. Cela arrive encore, régulièrement. On rassemble la population dans des stades, sur des places de marché ou dans des centres de village. Tout le monde doit venir. Les ouvriers, les ménagères et même les enfants des écoles. On les force à regarder la mise à mort d'un des leurs. Parfois, c'est pour un crime dérisoire. Avoir volé quelques mètres de câbles électriques en cuivre pour les revendre au marché noir et acheter de la nourriture, ou avoir distribué des films étrangers. On utilise le peloton d'exécution, la pendaison, et parfois des méthodes bien plus spectaculaires pour bien marquer les esprits. Le but est de créer un traumatisme collectif, une cicatrice psychologique qui rappellera à chacun, chaque jour, que sa vie ne tient qu'à un fil, et que ce fil est entre les mains du parti. Le silence qui suit ces exécutions est le plus puissant des outils de règne. Et si l'on entre dans les zones les plus secrètes, celles des camps de prisonniers politiques, appelés Kwan Liso, on touche au summum de l'horreur. Il existe des rapports persistants et terrifiants sur des expérimentations médicales pratiquées sur les détenus. Des médecins ou des personnes se présentant comme tels utiliseraient des prisonniers comme cobayes pour tester des armes chimiques, des gaz toxiques ou de nouvelles procédures chirurgicales sans anesthésie. On parle de chambres à gaz où des familles entières seraient enfermées pour que des scientifiques puissent observer le temps qu'ils mettent à mourir selon les dosages. C'est une réminiscence directe des heures les plus sombres de l'histoire humaine, des camps de la mort nazie ou de l'unité 731 japonaise. Bien que le régime nie farouchement l'existence de ces camps et de ces pratiques, les images satellites montrent des complexes massifs, isolés dans les montagnes, qui ne cessent de s'agrandir. Les témoignages de rares survivants ou d'anciens gardes ayant fait défection décrivent une réalité où le corps humain n'est qu'un matériau de laboratoire. On y testerait des maladies, des vaccins, des substances psychotropes, tout cela dans le secret le plus absolu, loin des regards du monde. La communication, elle aussi, est une cage. L'Internet tel que nous le connaissons n'existe pas pour 99% de la population. À la place, il y a le Kwangmyong, un intranet fermé, une sorte de jardin clos où l'on ne trouve que de la propagande, des recettes de cuisine approuvées par l'État et des articles scientifiques censurés. Posséder un smartphone est devenu plus courant à Pyongyang, mais ce sont des appareils sous surveillance constante, capables de prendre des captures d'écran aléatoires pour vérifier ce que l'utilisateur regarde. Passer un appel à l'étranger est un crime de haute trahison.
Les gens qui vivent près de la frontière chinoise prennent des risques fous en utilisant des téléphones portables chinois de contrebande pour appeler leurs proches passés au sud. Ils doivent monter sur des collines en pleine nuit, cacher le téléphone sous une couverture pour que la lumière de l'écran ne soit pas repérée, et parler à voix basse pendant quelques secondes avant de raccrocher, de peur que les services de sécurité n'utilisent des appareils de triangulation pour les localiser. Cette soif de connexion, ce besoin viscéral de savoir si sa famille est encore en vie, est l'une des rares failles dans le système de contrôle du régime. Revenons sur les conditions de vie dans ces camps de travail, car c'est là que le régime montre son vrai visage. La surpopulation y est la norme. Les détenus dorment à même le sol, dans des baraquements glacés l'hiver et étouffants l'été. L'hygiène est inexistante. Une barre de savon est un trésor inestimable. Les maladies comme la tuberculose, la dysenterie ou le typhus font des ravages et il n'y a pratiquement aucun médicament. Si vous tombez malade, vous êtes simplement incapable de travailler. Et si vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas. C'est une spirale de mort programmée. On force les gens à travailler 6 ou 18 heures par jour dans des conditions de sécurité nulles. Des accidents de mines, des effondrements de tunnels, des chutes d'arbres font des morts quotidiennement. Mais pour les gardes, c'est pas un problème, il y a toujours de nouveaux arrivants pour remplacer ceux qui tombent. C'est une économie basée sur l'esclavage pur et simple, où la valeur d'une vie humaine est inférieure à celle d'une tonne de charbon. Un aspect particulièrement révoltant concerne le sort des femmes, notamment au sein de l'armée. Il faut savoir qu'en Corée du Nord, le service militaire est obligatoire pour tous, et pour les femmes, il dure souvent 7 ans. C'est une période de vulnérabilité totale. De nombreux témoignages de transfuges féminines font état de viols et d'agressions sexuelles systématiques de la part de leurs supérieurs hiérarchiques. Elles n'ont aucun recours, aucune instance pour se plaindre. Refuser les avances d'un officier, c'est s'exposer à des corvées épuisantes, à des passages à tabac ou à une mauvaise évaluation qui ruinera leur chance de trouver un travail correct après le service. Beaucoup cessent d'avoir leurs règles à cause de la malnutrition et du stress extrême. C'est une réalité cachée sous les uniformes impeccables et les pas de loi lors des parades. Derrière la façade de l'égalité socialiste se cache un système patriarcal et prédateur où le corps des femmes est considéré comme une ressource à la disposition de ceux qui détiennent le pouvoir. Même l'apparence physique est une affaire d'État. Vous avez sans doute entendu parler des coupes de cheveux autorisées, mais ça va bien plus loin. La mode est vue comme une expression de l'individualisme, et l'individualisme est l'ennemi du collectif. Porter un jean bleu, par exemple, est strictement interdit car c'est le symbole de l'impérialisme américain. Si vous vous promenez dans les rues de Pyongyang avec un vêtement trop original ou qui ressemble de près ou de loin à une mode occidentale ou sud-coréenne, vous risquez d'être arrêté par la police des mœurs, la Gyuchalde. Ils peuvent vous forcer à découper vos vêtements sur place ou vous emmener pour une séance d'autocritique publique. Le but est de lisser la société, de faire en sorte que personne ne dépasse, que tout le monde se ressemble. C'est une attaque contre l'identité même de la personne. On vous dit comment vous habiller, comment parler, comment penser, et même comment pleurer lors des funérailles des leaders. Rien n'est laissé au hasard, rien n'est laissé à la spontanéité. Et au cœur de tout cela, il y a la surveillance mutuelle. C'est peut être l'élément le plus efficace pour empêcher toute révolte. C'est le système de l'Inminban, les unités de voisinage. Chaque quartier, chaque immeuble est divisé en petits groupes de familles, sous la responsabilité d'un chef d'unité, souvent une femme d'un certain âge, dévouée au parti. Son rôle est de tout savoir sur tout le monde, qui reçoit des invités, qui a acheté un nouveau meuble, qui semble triste ou, au contraire, trop joyeux. On encourage, dès l'école primaire, les enfants à dénoncer leurs parents s'ils les entendent critiquer le leader à table. On crée un climat de méfiance généralisé où personne ne peut faire confiance à personne, même pas à son propre conjoint. Cette atomisation de la société rend toute organisation d'opposition impossible. On vit dans une cage de verre où chaque geste est scruté. C'est une pression psychologique de chaque instant, un état de paranoïa permanent qui finit par devenir la norme. On finit par s'autocensurer, par ne plus même s'autoriser à penser des choses interdites, de peur que cela ne se lise sur notre visage. Pour maintenir ce niveau de peur, le régime utilise des méthodes d'exécution qui défient l'entendement par leur démesure. L'un des exemples les plus terrifiants de ces dernières années est l'utilisation de canons antiaériens pour exécuter des individus. Vous avez bien entendu, on ne parle pas d'un peloton avec des fusils, mais de pièces d'artillerie conçues pour abattre des avions. L'impact est tel que le corps de la victime est littéralement pulvérisé, transformé en une poussière rouge. En 2015, le ministre de la Défense, Yoon Yong-chol, aurait été exécuté de cette manière devant des centaines de spectateurs. Son crime ? Il se serait assoupi lors d'une réunion militaire présidée par Kim Jong-un et aurait ainsi fait preuve d'un manque de respect et de loyauté. Cette démesure dans la violence a une fonction précise.
Elle montre que le pouvoir n'a aucune limite, qu'il peut anéantir n'importe qui, même les plus haut placés, pour une faute en apparence mineure. C'est le rappel constant que dans ce système, personne n'est indispensable, sauf le guide suprême. Toute cette architecture de la terreur converge vers un but ultime, la survie du régime. Les États-Unis, la Corée du Sud, le Japon sont constamment présentés comme des monstres prêts à envahir le pays à tout moment pour massacrer la population. Le régime se présente alors comme le seul rempart, le seul protecteur. C'est un syndrome de Stockholm à l'échelle d'une nation. On affame le peuple, on le torture, on le surveille, mais on lui dit que c'est pour son bien, pour le protéger d'un ennemi extérieur encore plus cruel. Et quand on n'a accès à aucune autre source d'information, on finit par le croire, ou du moins par agir comme si on le croyait. C'est une manipulation mentale massive, une réécriture permanente de la réalité. Ce que nous venons d'explorer ensemble, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. La Corée du Nord reste un mystère sur bien des points, mais ce que nous en savons suffit à nous glacer le sang. C'est un rappel brutal de ce qui se passe quand le pouvoir n'a plus aucun contre-pouvoir, quand l'idéologie prend le pas sur l'humanité la plus élémentaire. On pourrait se dire que c'est loin, que ça ne nous concerne pas, mais les histoires de ces hommes et de ces femmes qui luttent pour leur dignité au cœur des ténèbres, nous rappelle que la liberté est un bien précieux et fragile. J'espère que cette plongée dans la réalité nord-coréenne vous aura permis de mieux comprendre les enjeux et la souffrance qui se cachent derrière les titres de presse. C'est un sujet complexe, difficile, mais essentiel. On ne peut pas rester indifférent face à de telles violations des droits de l'homme. La seule chose que le régime craint plus que les bombes, c'est la vérité. C'est pour ça qu'ils font tout pour la garder enfermée. En parler, s'informer, partager ses récits, c'est déjà d'une certaine manière commencer à briser les murs de cette prison à ciel ouvert. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'au bout. C'était un sujet lourd, mais je pense qu'il était nécessaire de l'aborder avec cette profondeur. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse, une nouvelle histoire. Mais d'ici là, restez curieux, restez vigilants et surtout, prenez soin de vous et de votre liberté. On ne se rend pas toujours compte de la chance qu'on a de pouvoir exprimer nos opinions, de pouvoir voyager, de pouvoir simplement choisir notre coupe de cheveux ou la musique qu'on écoute le matin en prenant notre café. Ce sont des petits riens qui, mis bout à bout, constituent le tissu de notre liberté. En Corée du Nord, chaque petit rien est une conquête ou un risque mortel. C'est cette disproportion qui est la plus frappante. Imaginez un instant votre vie si chaque décision, du choix de vos amis à celui de vos lectures, était scrutée par un État omniprésent. C'est une fatigue mentale que nous avons du mal à concevoir. Les transfuges qui arrivent à Séoul ou ailleurs mettent souvent des années à se défaire de cette paranoïa, à comprendre qu'ils ne sont plus surveillés, qu'ils peuvent parler sans baisser la voix, qu'ils peuvent avoir une opinion différente sans que cela ne mette leur famille en danger. Le chemin vers la guérison psychologique est au moins aussi long que le voyage physique pour s'échapper. C'est pour ça que leur témoignage est si précieux. Ce sont des voix qui s'élèvent du silence. Des gens comme Yeonmi Park, Shin Dong-hyuk ou tant d'autres qui ont eu le courage de raconter l'innommable. Leurs récits sont parfois contestés sur certains détails, car la mémoire est faillible et le traumatisme est profond. Mais le cœur de leur message reste le même. L'humanité est en train d'être systématiquement broyée dans cette partie du monde, et notre responsabilité en tant qu'habitants d'un monde libre, c'est de ne pas détourner les yeux. Ce n'est pas juste de la géopolitique, ce ne sont pas juste des chiffres ou des rapports de l'ONU, ce sont des destins brisés, des familles séparées et des rêves étouffés dans l'œuf. Alors voilà, on arrive au terme de cette longue réflexion. C'était important pour moi de vous livrer ce script sans filtre, de vous parler comme si on était ensemble, en train de discuter de ces sujets qui nous dépassent mais qui nous touchent. La Corée du Nord nous interroge sur notre propre humanité, sur ce que nous sommes prêts à tolérer et sur la valeur que nous accordons à la vie. J'espère que cette vidéo vous aura apporté une perspective nouvelle et qu'elle aura suscité en vous l'envie d'en savoir plus. N'oubliez jamais que l'obscurité ne gagne que là où la lumière refuse d'aller. Et la lumière, c'est la connaissance, c'est l'empathie, c'est le refus de l'indifférence. Merci encore pour votre fidélité et votre écoute, c'est grâce à votre curiosité que ce genre de contenu peut exister. À très vite pour la suite. Pensez-vous que la situation en Corée du Nord pourra évoluer un jour, ou le système est-il trop verrouillé pour permettre le moindre changement interne ?